Bonjour Lionel. Bonjour Jean-Philippe. Alors aujourd'hui je vais parler avec Lionel qui est père d'un enfant autiste, on peut dire sévère, en tout cas on pourrait dire, disons avec une autonomie réduite, qui est lui-même diagnostiqué Asperger, enfin à l'époque, donc Oui. aujourd'hui autiste, et qui va nous parler à la fois de son parcours un peu en tant que père d'un enfant autiste, et puis d'un projet qu'il a mené, et j'avais envie de le promouvoir. Alors parce que déjà son fils c'est mon filleul, donc ça c'est aussi ça, je vais pas le mentir, mais aussi parce que je trouve que c'est bien que des pères puissent avoir un projet et en même temps pouvoir accompagner leur enfant. On va voir comment. Donc Lionel, déjà, est-ce que tu peux nous dire nous raconter ton parcours au niveau de ton fils donc a été diagnostiqué il y a assez tardivement, alors même que il est quand même il a quand même des difficultés importantes. Je crois il y a 6-7 ans, c'est ça? Oui. Il a été diagnostiqué à l'âge de 7 ans après une errance diagnostique très longue. Très longue. Voilà, en tant que parent, on s'était rendu compte qu'il y avait des problèmes visibles et massifs des 6 mois. Voilà, mais le temps de trouver les bons spécialistes, le temps d'avoir un diagnostic sérieux, voilà, on a eu quelques années, donc jusqu'à ces 7 ans. Et toi, en tant que père, comment tu as réagi au début, en tout cas, et puis peut-être dans l'évolution du parcours de ton fils? Est-ce que tout de suite, ça a été difficile de toi, par exemple, de dire que ton fils n'aurait pas le bac, ne conduirait peut-être pas de voiture? Voilà, parce que c'est le cas, Oui. voilà. J'avoue que durant les premières années, donc pendant ces années d'errance diagnostique, ce sont pas des questions qui sont venues à mon esprit. En fait, j'étais tellement dans la recherche d'un diagnostic précis qui pourrait rendre compte de toutes les particularités de mon fils que voilà, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Oui, bien sûr. J'étais une fois que j'ai su ce que mon fils avait, j'étais plutôt dans le soulagement. En fait, ces questionnements dont tu parles, c'est venu un petit peu après. D'accord. Voilà. Alors moi je connais bien mon filleul, mais les téléspectateurs ne le connaissent pas, enfin les spectateurs ne le connaissent pas, c'est pas les téléspectateurs. Bartholomé est quelqu'un qui a beaucoup progressé quand même, par rapport à... Qui a quand même une autonomie partielle vraiment importante. On peut par exemple là, on n'est pas en train de le surveiller, de se dire mince, est-ce qu'il va aller sur la route ou bon là c'est fermé, mais voilà. Et donc toi, qu'est-ce que tu as fait dans le parcours de ton fils autiste? Quel est ton rôle que tu as réussi à trouver, parce que c'est pas toujours évident. On voit beaucoup de pères qui savent pas trop comment faire, parfois qui travaillent à l'extérieur et qui du coup sont moins présents. Toi, comment tu as trouvé ton rôle de père par rapport à lui? Alors je vais rassurer certains pères tout de suite en leur disant que pendant les premières années d'errance diagnostique et un petit peu après, j'ai un petit peu laissé faire ma femme, quoi. Je me suis pas beaucoup investi dans la reprise en main de mon fils, on va dire. Voilà, et puis les choses ont commencé à changer quand j'ai pu, en fait, j'ai eu la possibilité d'entrer à l'école de mon fils pour l'aider à rattraper son retard. Voilà, à la base c'était simplement un accident, c'est qu'il n'avait pas eu d'AVS à la rentrée. Ça les parents connaissent, hélas, et je souhaite que tous les parents qui nous entendent aient une AVS à la rentrée. Donc en fait, comme il n'avait pas d'AVS à la rentrée et qu'il y avait à peu près un délai d'1 mois avant d'en avoir une, voilà, on s'est dit que c'était totalement impossible de le laisser gamberger pendant tout ce temps-là sans rien apprendre. Et voilà, moi comme j'étais dans une situation qui me permettait de le faire, voilà, enfin j'avais pas de travail à ce moment-là, et j'étais à l'école, je suis resté plusieurs mois. Et en fait, voilà, j'ai profité de mes prérogatives de père, c'est-à-dire obliger mon fils à travailler même s'il n'en avait pas envie. Et en quelques mois, on a rattrapé du retard et je me suis beaucoup plus investi avec mon fils. Et à partir de là, les choses ont commencé à aller mieux. Voilà. Aller mieux dans ta famille finalement, oui. et dans ta vie. Et tu sais,
Et là, tu as ressenti vraiment que tu étais... Enfin voilà, j'imagine que ça ne va pas être facile quand on a un enfant qui vous dit pas, qui tient pas une conversation, voilà, et qui vous dit pas je t'aime, ou qui le disait pas en tout cas, parce que maintenant il peut le dire, hein, il dit je t'aime pas. Hein, oui, il le dit beaucoup, hein. Il le dit beaucoup, on est rassuré, on est très content. Moi je suis particulièrement rassuré. Donc, et donc aujourd'hui, enfin à l'époque, du coup, une fois que cette mission d'AESH parent a été faite, tu as pu beaucoup plus te réinvestir dans le parcours de ton fils. Oui. Là, j'ai vraiment pris mon rôle de père très, très à cœur. Ouais. Hein, contrairement à avant, où en fait, d'une certaine manière, je m'apitoyais sur moi-même parce que je ne pouvais pas vivre une paternité classique. Hein. Voilà. Ouais. C'est très intéressant parce que tu dirais que souvent les pères, enfin moi ce que je vois c'est qu'ils ils savent pas comment faire. C'est plus que, alors peut-être qu'il y a des fois effectivement de l'échappement, ils vont travailler parce que, alors à la fois parce qu'ils gagnent plus et que c'est un fonctionnement de famille et que malheureusement il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste et c'est souvent la maman et c'est pas choisi. Mais aussi, parfois, c'est aussi une forme d'échappement parce qu'ils savent, ils ont vraiment du mal à communiquer avec cet enfant qui n'est pas peut-être celui, l'enfant typique en tout cas. Hein. Donc toi, en fait, en te réinvestissant, tu as fini par trouver ton rôle, tu as réussi à te placer en fait. Oui, c'est ça. En fait, d'une certaine manière, j'ai suivi l'inverse de beaucoup de pères. Certains, justement, tu le soulignes, se surinvestissent dans leur rôle de pourvoyeur. Oui. Voilà, et s'en tiennent là. Alors que moi, justement, puisque je n'avais pas cet échappatoire, voilà, moi je me suis investi dans l'éducation et je me suis rapproché de mon fils. Ah oui, et au début finalement tu n'étais ni l'un ni l'autre, c'est pas une critique, hein. Ça, et je veux dire, c'est pas parce que, voilà, c'est surtout qu'en fait ça a été un marqueur pour toi. Oui, c'est ça. Et comment tu dirais, enfin si tu avais un papa aujourd'hui d'enfant autiste, et après on passera à autre chose, mais si tu avais un papa d'un enfant autiste qui te disait, je sais pas comment faire avec mon fils, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire des fois si tu avais une réunion de papa, ce qui serait une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, oui, ça manque beaucoup les réunions de père, effectivement. Et justement, déjà, comme je l'ai dit, faire le deuil d'une paternité classique. Voilà, on va pas échanger des bons tuyaux sur ce que c'est d'être un homme, on va pas pouvoir jouer au foot. Ou à tout autre sport, voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Justement, ça serait de s'investir dans les apprentissages de son fils, dans toutes les difficultés qu'il rencontre, et lui permettre de franchir des paliers. Être là quand il doit franchir des paliers, et ne pas se dire que c'est spécifiquement le rôle de sa mère. Voilà, et moi ce que j'ai trouvé aussi, c'est que finalement, ce faisant, tu as réussi à trouver des bribes qui te plaisaient. Finalement, tu fais par exemple de la muscu, un peu de karaté avec ton fils, alors qu'au départ, c'était quelque chose qui te paraissait complètement, je pense, en dehors de ce qui était possible. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est ce que tu aurais fait peut-être avec ton fils plus typique, que tu aurais aimé faire du karaté, parce que tu aimes le sport, tu aimes le sport en général. Oui, c'est ça, et donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et on en vient un peu à ce qu'on voulait présenter, ce que Lionel va me présenter maintenant. C'est alors donc lui, qu'est-ce que tu as trouvé donc comme parce que à un moment, donc après ça, tu as voulu aussi continuer à travailler tout en étant présent pour ton fils. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après ça s'est fait un petit peu par hasard, mais effectivement, je me suis retrouvé à faire de la traduction. Ouais, t'as appris plein de langues de toi-même, hein, tu peux en parler parce que c'est peut-être aussi ça parfois. Je veux dire. Être autiste, moi j'ai beaucoup de personnes autistes Asperger, alors c'est pas du tout mon cas, mais qui pratiquent beaucoup de langues. Et toi c'est ton cas. Hein. Ah oui, tu peux nous faire, bon allez pour la télé, pour la YouTube, combien de langues connais-tu, on va dire au niveau A2, donc avec mode survie, on va dire. J'ai même pas compté, mais. Vas-y, dis-nous les langues, quelques langues que tu pratiques. Bien. Alors, correctement, on va dire. Alors allemand, néerlandais, portugais, espagnol, suédois, finnois, espéranto, japonais,
là je suis en train d'en oublier, tu vois, déjà. Polonais, Voilà. russe. Voilà, vous voyez. Et donc, suite à ça, tu t'es dit, bah, finalement, comment je pourrais... Bon, peut-être que tu t'es pas dit ça, mais en tout cas, tu as pu mener une vie à la fois professionnelle, hein, peut-être pas encore la vie peut-être professionnelle la plus autant remplie que tu voudrais, mais en tout cas une vie professionnelle et pouvoir t'occuper de ton fils. Donc, voilà. Oui, et puis pouvoir développer un modèle de paternité dans lequel je me reconnaissais. Voilà. D'accord. Donc tu es traducteur à la base. Je suis traducteur, c'est ça. C'est ça. Donc tu traduis des textes. Et justement, tu traduisais quel type de texte? Bah alors au début, j'ai commencé à traduire des jeux de rôle. Et puis j'ai même traduit des ouvrages de théologie d'ailleurs. Finalement, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à traduire des romances, hein, des romans féminins. Vous voyez, une version réactualisée des romans Harlequin. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, tu voulais aussi, moi je trouvais que c'était intéressant puisque je me dis, c'est bien de faire aussi la promo. D'ailleurs, si vous êtes une personne autiste qui voulait que je fasse la promo d'un ouvrage et que vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. Donc, je voulais faire la promo de ce que tu fais. Et donc, aujourd'hui, tu as publié un livre. Oui, hein, c'est ça. Donc, parce que finalement, traduire ne te suffisait pas, si j'ose dire. Ouais, non, je commence à m'ennuyer. Donc tu as gardé un peu le style que tu traduisais tout en introduisant finalement quelque chose qui t'est personnel. Tu peux présenter ton livre, hein, n'hésite pas. Oui, alors en tout cas à force de traduire des romans, enfin là j'en ai traduit plus d'une dizaine jusque là. Voilà, j'ai eu l'impression d'être un garagiste sous une voiture en train de regarder tous les engrenages et la façon dont est structurée la machine. Et en fait, du coup, j'ai voulu tenter moi-même de faire quelque chose. Ouais. Alors j'ai pris mes petites obsessions personnelles dont je ne vous parle pas. Hein. Si vous lisez le roman, vous les découvrirez. Et je les ai mélangées à une trame de romance. Hein. Oui, tu disais, alors pour obsession, disons tes intérêts, alors on pourrait dire presque spécifiques, hein, pour les mettre dans une romance. Ouais. Et comme quoi, hein, voilà, que ce soit Lionel, hein, donc Cosson, ou que ce soit d'autres personnes, on trouve des personnes, en tout cas Asperger, avec de l'imagination. Hein, c'est ça. Et donc, même si finalement, tu as aussi gardé quelques procédures dans la réalisation de ton ouvrage. Tu as gardé l'idée de comment tu allais architecturer ton roman. Oui, c'est ça, oui, exactement. Oui, j'ai pas écrit au fil de la plume. Hein. Ça s'est fait de manière plutôt structurée, voilà, avec en utilisant certains lieux communs, en réutilisant ce que les lecteurs attendent dans une romance. Voilà. Les lectrices tout en donnant lecteur ou lectrice, hein, d'ailleurs, hein, ne soyons pas largement plus de lectrices, mais oui, voilà. Pourquoi pas. Voilà, moi j'ai commencé à le lire, donc je peux en parler. Et en tout cas, on va le présenter. Donc, bien sûr, donc c'est son livre. Voilà. Alors, je vous le montre. Voilà. Alors, là, tu le vends aujourd'hui, pour l'instant, uniquement en Kindle. En Kindle, voilà. Mais la version brochée sera disponible bientôt. Si je surmonte ma procrastination. Oui. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose quand même de plus particulier à ton livre, plutôt qu'en général que c'est une romance, mais raconte-nous un petit peu, une trame, enfin quelque chose qui pourrait... Alors, est-ce que tu veux un résumé de l'intrigue ou alors tu veux que je te parle plutôt du type d'écriture du roman? Moi, pas un résumé de l'intrigue, mais disons le début de l'intrigue. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui va... Voilà, c'est donc une femme... c'est une femme qui travaille aux États-Unis. Oui, c'est ça. Je te laisse continuer. Donc, juste le début, quoi. Donc en fait, le personnage principal... Et il s'appelle Johanna Summers et en fait c'est une artiste qui est originaire du Wisconsin et qui se retrouve à aller à New York. Alors au début c'est pour réussir en tant qu'artiste, pour se faire un nom. Voilà, elle a des rêves de gloire. Et puis voyant que ça ne marche pas, elle va se retrouver de fil en aiguille après quelques péripéties à travailler pour une très grosse multinationale informatique qui s'appelle la Cruise Corp. Et dans cette Cruise Corp il y a un patron très mystérieux qu'on ne voit presque jamais et qu'elle va finir par rencontrer. Mais en fait, on peut dire que l'histoire pourrait s'arrêter là, que c'est
la jeune fille de milieu modeste montée à New York qui trouve l'amour d'un patron milliardaire, mais non, c'est là que l'histoire va commencer, puisque ce patron est étrange. Et en découvrant ce patron étrange, elle va aussi découvrir des choses sur son identité qu'elle ignorait jusque-là. Voilà, et sur voilà, un livre un peu aussi autour des thèmes comme l'ésotérisme, on pourrait dire. Oui, ou c'est disons, ça, voilà. oui. L'ésotérisme paranormal. Voilà. Occulte, diront certains. Voilà. Et ce que je trouve intéressant chez Lionel, parce que bon, c'est le mari de mon amie Mathilde, que vous avez vu de nombreuses fois, et que je suis depuis quand même pas mal de temps, c'est que Lionel, hein, il se met souvent dans des choses à fond. Hein, et donc ce livre témoigne un peu de cette volonté de se mettre à fond. Hein. Je l'ai vu faire des photographies, il en faisait tous les jours. C'était tout le temps des photographies incrustations, etc. Tu te souviens de cette période où photomontage. Que tu faisais tous les jours. Hein. Oui, c'est ça. Il y a eu d'autres, les langues, hein, mais qui perdurent pour le coup. Hein. Donc parce que les photographies aujourd'hui tu as arrêté. Comme la musique en fait, par exemple. Voilà, la musique aussi. Et c'est vrai que je reconnais un peu aussi dans son livre ce côté un peu. Alors bon, je n'ai pas assez lu pour en juger, mais en tout cas je reconnais quand je lui ai posé des questions sur comment son processus de lecture, d'écriture. Il a lu beaucoup de romans du même type. Il a lu beaucoup de livres sur les procédures à suivre. Il a lu beaucoup de choses sur ce qui se passe à New York et donc à New York. Et dans tous les lieux, etc. pour que ça colle le plus à la vérité. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est peut-être un roman de personne autiste. Hein. Donc je vous le conseille. Et puis, j'ai envie de dire, si vous êtes aujourd'hui, on est quand même un peu avant la rentrée. C'est ça. Si vous cherchez un roman de plage, si vous avez envie de vous reposer de votre vie de parent autiste, voilà, c'est un bon moyen de s'échapper. Hein, ça ne parle pas d'autisme, non. Mais peut-être quand même que dans les aspirations, parfois, les personnages... L'héroïne n'est pas si neurotypique que ça. Voilà. Merci de nous avoir suivis, hein, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, mais je pense que on a pu présenter bien ce livre. Je mettrai en description. Ah, vas-y. Si je veux juste dire quelque chose, alors dans mon histoire, il n'y aura pas de vampire, il n'y aura pas de loup-garou, il n'y aura pas de métamorphe. Voilà, donc en fait, ça sera assez particulier, mais j'espère que vous l'apprécierez. Et je trouve que son style d'écriture est très bien. Merci. Et donc merci. Nous mettrons en description je mettrai en description le lien vers son livre. Et il a fait une autre vidéo avec moi qui n'a pas été beaucoup regardée, c'est fort dommage, sur le sport dans l'autisme. Oui. Et honnêtement, je le dis, ça a plu en plus à sa fille, si vous voulez lui faire plaisir à Lionel et à sa fille de regarder l'autre vidéo et celle-ci bien sûr. Et puis je mettrai le lien vers le livre en Kindle. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je mettrai aussi sa page Facebook d'auteur puisqu'il vient d'ouvrir une page Facebook d'auteur et vous pourrez lui poser toutes les questions, peut-être même y compris sur le fait d'être père autiste. Je pense qu'il vous répondra. Oui. Merci à vous.